Chers amis de Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. Je suis particulièrement contente aujourd'hui parce que c'est un ami, quelqu'un que j'admire beaucoup, que je reçois. C'est Éric Branca. Bonjour Caroline. Bonjour Éric. Éric Branca, qui est un journaliste, historien, écrivain, on va dire ça comme ça. Voilà, et qui a un talent de conteur assez remarquable et une plume merveilleuse pour faire vivre l'histoire sous nos yeux. Et ça n'est pas toujours le cas. On lit parfois de très bons essais ou de très bonnes biographies ou de très bons livres d'histoire, même sur l'histoire contemporaine, qui ne sont pas toujours faciles à lire. Vous, on vous lit comme un roman, c'est comme des romans, voilà. On plonge, les personnages se mettent à vivre, c'est drôle, c'est enlevé et c'est extrêmement précis et extrêmement riche. Alors évidemment, je pense qu'une partie de notre auditoire aujourd'hui connaît votre, je ne sais pas, on peut dire un best-seller, L'Ami américain. Voilà, et si vous ne le connaissez pas, vous êtes prié de rapidement le lire. Mais vous avez évidemment publié d'autres livres. Avant, je crois que vous aviez publié un De Gaulle, non? Oui, absolument, un De Gaulle en 2000. Voilà. Et puis, plus récemment, un De Gaulle et les grands. De Gaulle et les grands. Les rapports voilà, de Gaulle et de ses grands contemporains. Voilà. Et puis sinon, il y a eu aussi L'Aigle et le Léopard, il y a eu Les Damnés, enfin le roman des damnés. Le roman des damnés. Et puis le dernier, 300 jours pour en finir avec Hitler, que je suis en train de lire. Enfin bref, vous êtes un spécialiste finalement de l'histoire aussi un peu secrète des tractations entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, et bien sûr la France, et bien sûr la France de Gaulle, et bien sûr De Gaulle pendant la guerre. Enfin, toute cette période extrêmement riche, extrêmement passionnante. Voilà, ça c'est pour vos livres. Bon, sinon, en tant que journaliste, vous avez été très longtemps chez Valeurs Actuelles, depuis le début des années 80 jusqu'à 2014 ou 15. Vous en avez dirigé le service politique, vous en avez dirigé la rédaction, à la fin. Voilà, alors ça c'est pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Bon, alors, dans vos ouvrages, il y a quand même un thème dominant que vous explorez à fond, qui est évidemment très intéressant, qui est, dans toute sa déclinaison, la vassalisation consentie ou malgré nous, parfois, de la France, au plan très concret, au plan symbolique, à tous les plans, vis-à-vis des États-Unis. Bon. Et pas seulement de nos élites, de nos médias, d'un certain nombre de cercles, mais aussi des populations à la fin. Hein, parce que le soft power américain a de multiples formes. Bon, et moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure vous pouvez, ou ça vous vient, vous voyez une analogie actuelle entre ce qui s'est passé à l'époque et ce que vous connaissez par le menu et ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on est toujours dans cette vassalisation? Jusqu'à quel point? Sous quelle forme? En gros, vous aviez beaucoup parlé dans L'Ami américain, effectivement, du funeste projet d'Amgot, de protectorat, en fait, américain, qui était prévu pour nous. Gouvernement militaire. Oui, de gouvernement militaire, avec monnaie, etc. Dieu merci, ça n'est pas advenu. Mais où en est-on aujourd'hui? Parce que tout se dit et son contraire. On a l'impression, dans certaines déclarations, que les États-Unis vont se retirer, n'est-ce pas, de l'Europe. Moi, personnellement, je ne crois pas une demi-seconde. Voilà. Finalement, entre l'hier, l'histoire, le passé que vous connaissez et ce que vous observez aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore là? Qu'est-ce qui est peut-être pire dans cette vassalisation? Voilà. Dans quelle mesure on peut y échapper? Comment? Alors, la dernière partie de la question m'oblige à répondre oui, c'est pire. C'est pire. C'est pire, parce que d'abord, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui ne commence d'ailleurs pas avec les Américains, qui commence avec les Anglo-Saxons en général, et qui commence avec les Britanniques. Dans les années 30, la politique étrangère de la France, à partir de l'après-guerre de 14, et singulièrement dans les années 30, elle est calquée sur les intérêts britanniques.
C'est d'ailleurs assez dramatique, et les personnalités les plus lucides de l'époque ne peuvent pas s'extraire de l'Alliance britannique. Ensuite, ça continue sous Vichy, car jusqu'en 1942, Vichy est l'allié des États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. Roosevelt écrit mon cher vieil ami au maréchal Pétain jusqu'en 1942. Et après même le débarquement américain en Afrique du Nord, les Américains continuent à miser sur le personnel de Vichy dans l'hypothèse d'une libération qui se ferait sans De Gaulle. Parce qu'ils se disent que des gens habitués à collaborer continueront avec eux. Ils ont si bien appris les choses. Et puis ça recommence après la Seconde Guerre mondiale. La quatrième est vraiment la quatrième République, dont beaucoup d'aspects d'aujourd'hui nous rappellent ce qu'elle fut, est vraiment l'archétype de la soumission à la politique américaine. Et puis il y a la grande parenthèse gaullienne qui s'achève, non pas avec le départ de Gaulle, mais je pense vraiment en 1974, avec la mort de Pompidou et l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing. Et là, les choses reviennent un peu dans leur rail. Voilà une vue un petit peu rapide. On peut revenir sur les détails. Mais je crois que là, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point tel qu'il est très difficile d'en sortir sans une rupture. Mais profonde, parce qu'on nous raconte n'importe quoi. Quand on nous dit que nous sommes maintenant en passe d'être autonome. D'ailleurs, l'autonomie est d'ailleurs un terme incroyable, parce que l'autonomie, c'est tout le contraire de l'indépendance. Absolument. C'est pas l'indépendance, l'autonomie. En tant que telle, déjà, c'est un vrai problème. Déjà. Et que l'Europe va devenir autonome, vous avez vu, suivant quelle modalité elle va devenir autonome. Elle va devenir autonome en achetant des armes américaines, de plus en plus d'armes et de plus en plus chères. Puis ensuite, elle va les donner aux Ukrainiens. Bon, si c'est ça qu'on appelle prendre son indépendance, je ne sais plus si les mots ont un sens. Oui, tout à fait. Oui, on est. Mais justement, ça c'est aussi un sujet que je voulais aborder. On est, pour moi, c'est même pas de la dissonance cognitive, c'est complètement orwellien. C'est-à-dire, tout s'est inversé. On nous explique qu'on va faire la paix alors qu'en fait, on marche à la guerre. On nous explique que la dilution des États européens va leur donner de la puissance et de l'influence, alors que c'est l'inverse. On nous explique que même sur les questions sociales ou de société, finalement, la régression, ce serait le progrès. Tout est à l'envers. Et effectivement, plus, moi, j'ai l'impression qu'on sombre, qu'on s'enfonce dans la vassalisation, plus on nous explique qu'on va s'en extraire et que c'est le grand moment de l'émergence, en tant que telle, de cette fameuse Europe puissance dont la France a été longtemps la seule à imaginer l'existence. Mais finalement à laquelle elle a renoncé de fait depuis fort longtemps. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on parle des souverainetés, plus de la souveraineté. Oui. La souveraineté qui est un absolu, comme une porte qui doit être ouverte ou fermée. On ne peut pas être demi-souverain. Ou alors si, dans l'Union soviétique, d'autrefois, Souslov, qui était le grand juriste de l'Union soviétique, avait imaginé l'idée d'une souveraineté limitée. Mais nous, on est en deçà de ça encore. Oui. En fait, cette Europe puissance, De Gaulle a essayé de la faire, réellement, mais il n'a pas eu d'illusion très longtemps, parce qu'en fait, de 1958, je dirais, au traité de l'Élysée, à l'échec du traité de l'Élysée, puisque à peine signé par les deux parties, le traité de l'Élysée était vidé de sa substance par les Américains, et on a d'ailleurs remercié Adenauer assez rapidement. Le traité c'est janvier, Adenauer est remercié en octobre 1963. Comment est-ce que ça a échoué ? C'est très intéressant. Ça a échoué parce que les Américains ont imposé au texte qui avait été mis au point par De Gaulle et par Adenauer, un addendum, ou plutôt un préambule, qui disait que la fidélité à l'Alliance française était soumise passait derrière la fidélité à l'Alliance américaine et à l'OTAN. De même, le plan Fouché, qui a été un plan politique que De Gaulle avait mis au point, il y en a eu 3, qui a été repoussé par 2 fois par les Néerlandais et par les Belges, qui étaient le bras séculier des Américains. Pourquoi est-ce qu'il a été repoussé ? Parce qu'il ne parlait pas de l'OTAN et il mettait au point des coopérations hors OTAN. Et donc, donc, chaque fois que l'Europe a essayé d'être indépendante, il y a eu un veto extérieur, et ce veto extérieur a tout fait capoter. Voilà. Donc De Gaulle a continué ensuite, mais sans illusion aucune. Oui. Aucune. Son dernier acte a été le refus de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe des 6 à l'époque, parce qu'il savait que c'était le cheval de Troie du libre-échangisme mondial et d'une espèce d'Europe du libre-échange complètement
complètement échevelé. Oui, puis il y avait eu l'affaire du commandement militaire intégré, de quand même ce réflexe de survie. Bien sûr. Mais nous avons été les seuls. Oui, nous avons été les seuls. L'Allemagne a essayé un peu. Et alors en 68, il y a eu la lutte contre le dollar, qui a été ric-rac, qui aurait pu fonctionner, puisque De Gaulle avait obtenu pratiquement le soutien des Allemands, et notamment de Willy Brandt, qui faisait partie de la grande coalition. Et puis la CDU qui menait la danse, a prévenu les Américains, attention, il se passe des choses. Et donc les Américains n'ont pas marché dans le grand dessein du général, qui était de sortir de la suggestion du dollar et de racheter tout l'or possible contre des dollars que nous avions dans les banques centrales. Vous savez que rien que la politique de la France à ce moment-là, donc qui dure de 63 à 68. Puis après, le front est attaqué au moment des événements de mai 68, sur lesquels d'ailleurs on peut s'interroger. Mais interrogeons-nous. Rien que cette période-là s'est soldée par la baisse d'un tiers de ce qu'on pouvait imaginer de ce qu'avait le Trésor américain à l'époque. De Gaulle a été surnommé à l'époque par la presse américaine Goldfinger. Comme Goldfinger, le héros de James Bond qui voulait faire sauter Fort Knox. Parce qu'il a vidé, rien que la France, a vidé une partie des réserves d'or américaines. Ce qui montrait d'ailleurs le mensonge sur lequel était fondée la fiduciarité du dollar. Parce qu'il n'était plus gagé sur une quantité d'or importante. Il était gagé sur une quantité d'or qu'on ne connaît pas, mais on évalue à la politique française un tiers de la baisse des réserves d'or des États-Unis. Donc là, la peur a changé de camp à un moment donné. Si les Allemands avaient fonctionné avec nous, peut-être que ça aurait changé. Oui, mais les Allemands, ils étaient, j'allais dire depuis la fin de la guerre, mis tout de même sous une forme de boisseau et de contrôle assez net. Oui, et quand quelqu'un sortait la tête du sac, comme Adenauer, on le remerciait. C'est ça. Oui, alors, là, parce que là, quand on voit ce qui se passe, aussi bien au Moyen-Orient d'ailleurs que vis-à-vis de la Russie, de l'Ukraine, de tout ce harcèlement, en fait, je trouve, moi, continu, finalement, de la Russie. Je sais bien que ça ne se dit pas, mais en fait, c'est quand même la réalité des choses. On a l'impression quand même, et d'ailleurs aussi ce qui se passe en Amérique latine en ce moment même, avec le Venezuela, on a l'impression d'une espèce d'hyperactivité. Alors, elle est trumpienne, mais pas seulement. Parce qu'il y a eu pendant une phase, avec l'émergence des BRICS de plus en plus, comment dirais-je, pas combattante, mais en tout cas combative, il y a eu une espèce de... Moi, j'ai vu une sorte de crispation un peu de l'Empire déclinant, qui voyait ses positions un peu vaciller. Mais là, on a l'impression qu'on est dans une reprise en main. Et une reprise en main, je dirais, assez désinhibée. C'est exactement... Enfin, les comparaisons ne sont pas raisons en histoire, mais il y a quand même des analogies. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kennedy. À l'époque de Kennedy a commencé très fort, il était très opposé à De Gaulle, très opposé à l'indépendance européenne, puisqu'il voulait nous intégrer dans la force multilatérale à l'époque, etc. Et plus il a évolué, plus il a été ouvert à une coopération avec la France. Et après son assassinat, où des choses incroyables étaient en gestation, et notamment la reconnaissance par les États-Unis de l'indépendance de la France au sein de l'OTAN. Oui. C'est tout à fait intéressant. Quelques semaines avant sa mort, Kennedy a fait savoir à De Gaulle qu'il était prêt à le voir rester dans l'OTAN et avec une force de frappe indépendante, ce qui était le casus belli absolu quelques mois plus tôt. Et puis avec son assassinat et avec l'arrivée de Johnson, alors les choses se sont raidies, on a été traité moins de manière moins sympathique que les soviétiques. On a été espionnés comme jamais, l'usine de renchissement de Pierre-Latte était sous contrôle permanent des avions espions, ils avaient une taupe au Quai d'Orsay, enfin on a été traités comme les soviétiques, alors que nous voulions seulement être indépendants. Et puis ça, avec Nixon qui a très bien compris la position de la France et qui n'est resté que 4 mois au pouvoir en commun avec De Gaulle, puisqu'il arrive en novembre 68, mais en fait il prend le pouvoir comme tous les présidents américains en janvier et De Gaulle part en avril 69, donc ça ne dure pas. Mais
les choses commencent à évoluer à ce moment-là. Et puis Nixon, en 72, il est sous la menace de Watergate. Il n'a plus, alors là, pour le coup, ni indépendance, ni autonomie. Ni rien. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de force directe et indirecte, y compris interne aux États-Unis, qui fait que même quand il se trouve des dirigeants un peu plus ouverts, un peu plus visionnaires, un peu plus qui ne considèrent pas que toute velléité d'indépendance soit forcément un crime de lèse-majesté et de manquement, qui ne voient pas l'alliance comme forcément une allégeance stricte. Ceux-là, on les fait taire aussi, on les casse aussi. Le synonyme d'allié pour les Américains, c'est vassaux. Et quand il se trouve un président qui a une interprétation un peu différente, on le chasse ou il lui arrive des bricoles. Oui, c'est ça. Alors justement, et le Trump, là, et le Donald. Ça, c'est à vous, Caroline, qu'il faut se demander. Vous connaissez ça mieux que moi. Moi-même, j'hésite, si vous voulez. J'hésite. Je voudrais lui donner le crédit par son pragmatisme, par son côté businessman, par son côté je ne vais quand même pas faire la guerre à la planète, il y a des problèmes internes, il y a d'autres enjeux, etc. J'ai voulu, et je veux encore penser qu'il a une certaine intelligence de situation in the big scheme, si vous voulez. Voilà, quand on regarde vraiment loin par rapport notamment à la question russe, Israël, c'est une autre affaire. Mais sur la question russe et sur la question de l'OTAN et sur la question de l'intérêt des États-Unis à ne quand même pas s'engager dans une confrontation véritable avec une puissance telle que la Russie. Et en même temps, il a des déclarations tellement... Et contradictoires en plus, avec les siennes propres. Voilà, avec les siennes propres, avec le début de son mandat. Enfin, par moments, on a l'impression que lui aussi, il a été repris en main, très très sérieusement. Je pense qu'il est confronté à des forces contraires très nettes. On le voit d'ailleurs avec Kennedy, qui essaie de faire ce qu'il veut, qui est vraiment le type le plus hors système du système, si j'ose dire, c'est ça. mais qui a bien les difficultés. Qui a beaucoup de difficultés. Alors, chez Trump, il y a cette chose très importante des rapports de force, la conscience des rapports de force. Quand il est devant des gens qui viennent s'aligner devant son bureau en attendant les ordres, ça ne le porte pas naturellement vers la générosité. Non, il écrase ce qu'il s'en fait. Ça, c'est sûr. Exactement. C'était cette vision des chefs d'État, en plus qui n'étaient pas tous les chefs d'État, qui étaient ceux qu'il avait choisis. Les Anglais qui ne font pas partie de l'OTAN, qui ne font pas partie de l'Union européenne, qui sont de l'OTAN mais pas de l'Union européenne. Le Finlandais, on ne sait pas pourquoi, je crois qu'on a dit que c'est parce qu'il joue au golf avec lui. Bon. C'est le dernier venu de l'OTAN. Non, c'est le Suédois le dernier venu. C'est ça, puis c'est plus anti-russe. Et avec les Polonais. Il y en a beaucoup à l'Est. Oui, c'est sûr. Mais ceux-là, pour le coup, on peut encore les comprendre. Bien sûr, ils ont des raisons c'est historiques. Nous qu'on a du mal à comprendre, à notre niveau de stupidité. Et donc, c'est cette vision de la brochette européenne alignée, attendant les ordres et sortant de là en expliquant que nous avons repris notre autonomie. Mais c'est ça qui est fou. Même pas. C'est schizophrénique. Même pas François Hollande, c'est très méchant pour lui, mais je pense qu'il n'aurait même pas accepté ça. C'est insensé. Oui, même lui. C'est dire. Même lui. Oui, donc le Trump, donc quand il voit qu'on est faible, il appuie dessus. Mais quand il voit, alors là on peut en revenir à notre conflit ukrainien qui est quand même très important, même si pour l'instant il a un peu disparu des radars, en tout cas des radars médiatiques pour l'instant, mais néanmoins ça continue, ça se poursuit, et on a l'impression que Trump à la fois ne veut pas aller au choc, voudrait bien faire sans doute des accords économiques fructueux avec Moscou, pour les États-Unis, et en même temps il fait des déclarations très inquiétante. Alors, on se dit, est-ce que finalement Poutine, qui est dans une espèce de... Est-ce que les Russes, qui sont... le pouvoir russe actuel, qui est... Là encore, c'est scandaleux de le dire, mais c'est vraiment ce que je pense et ce que je perçois depuis longtemps. Ils sont dans une espèce de non-volonté d'aller vers l'escalade, de ne pas répondre aux multiples provocations qui leur sont faites, en fait, par l'OTAN. Plus encore que par l'Ukraine.
est-ce que finalement, à force de miser sur l'intelligence de Vladimir Poutine, on ne va pas le pousser, et lui misant sur l'intelligence des Américains en se disant c'est pas possible, ils vont se rendre compte que là, s'ils livrent des tomahawks, si vous voulez, c'est quand même assez inquiétant parce que derrière, on sait qu'il y a des warmongers, qu'il y a des bellicistes complètement fous qui sont qui sont même probablement dans une croyance. Pas qu'aux États-Unis. Non. Parce que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, ça vous savez ça mieux que moi, l'influence britannique. Ah bon. Et ça, on peut remonter aux années 30 aussi. Les Britanniques ont toujours nourri une hostilité vis-à-vis de la Russie, même les années 30, mais même à 1815. Oui, ça date du 19e, c'est le grand jeu, mais c'est le grand jeu. Ils ont misé sur la Russie contre Napoléon, et à partir de 1815, c'était tout à fait l'inverse. Ils nous ont même entraînés dans la guerre de Crimée. Enfin, bon. Absolument. Pour eux, c'est brider la Russie, c'est brider les mers chaudes, c'est tout ça aussi. Ça, quand vous voyez la mission plus ou moins officieuse de Johnson au début de la guerre d'Ukraine, quand il y avait la possibilité peut-être d'une médiation. Donc, il n'y a pas que l'État profond américain. Il y a l'État profond britannique, les intérêts profonds de la Grande-Bretagne, et autant il n'y a pas de question à se poser sur le primat politique des Américains vis-à-vis des Anglais, mais quand vous vous intéressez à la finance internationale, vous voyez que la City a encore un rôle considérable. Absolument. Considérable. Absolument. Et les intérêts de certains, d'ailleurs, il se dit là en ce moment même, il y a quelque chose qui vient de sortir. Bon, ici, on n'en entendra évidemment pas parler. Enfin, moi, j'ai vu quand même passer des informations, il faut voir ce que ça vaut, sur le fait que Johnson aurait reçu quand même beaucoup d'argent en 2023, donc après sa première intervention qui a fait capoter la possibilité d'une paix immédiate quasiment. Mais c'est 2023. Voilà, en 2023, il aurait reçu pas mal d'argent de la part d'un financier qui est un de ses amis anglais, britannique, qui lui a de forts intérêts industriels et commerciaux en matière militaire, notamment pour les drones, pour un certain nombre d'armements, etc. Et que donc, lui, il a tout intérêt à ce que la guerre continue et les Ukrainiens achètent. Bon, donc, et il aurait poussé Johnson à continuer ses déclarations tonitruantes, etc. Bon, ça c'est une autre, oui, mais c'est petite, important. Mais voilà, il y en a plein des choses comme ça en fait. Quand important dans cette affaire. Oui, donc tout ça nous amène quand même à nous dire que on n'est pas tiré d'affaire, si vous voulez. Même si Trump, voilà, si on peut penser que il veut reprendre, enfin moi je crois qu'il veut reprendre l'Europe sous contrôle, mais c'est en cours. C'est en cours, voilà, avec l'aide des Européens. Avec l'aide des Européens, soumission totalement consentie. On vend ça, on maquille tout ça pour les peuples européens ou ce qu'il en reste, pour leur faire croire que voilà, nous allons, grâce finalement à la menace russe, via l'Ukraine, nous allons nous renforcer en tant qu'Europe, ce qui est parfaitement faux à mon avis. En plus, on voit tous les craquements avec les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois et demain d'autres, à mon avis, même les Polonais qui ont quand même... à mon avis, ils sentent quand même le vent du boulet, de temps en temps, venir de l'Est. L'Italie elle-même est tellement otanisée. Oui, elle l'est. Ah ben elle l'est. Mais... Elle l'est par ses bases, elle l'est par ministre, elle l'est par... Mais il me semble que Mélanie a tout de même dit qu'elle n'enverrait pas de troupes au sol. Non, mais c'est-à-dire... Non, mais voilà. Non, mais bien sûr, on veut bien soutenir, mais enfin, il ne faut pas non plus que ça nous coûte des hommes, parce qu'ils sentent bien que derrière, il y a la perte du pouvoir aussi et de la crédibilité politique interne, à partir du moment où on envoie se faire tuer en pure perte des soldats nationaux. Mais c'est d'ailleurs très, très intéressant ce qui se passe chez nous, parce que la crise politique actuelle, il faut la mettre au miroir. Il faut la regarder au miroir de notre activisme extérieur, enfin, d'activisme belliciste et soumis d'ailleurs, qui n'est pas autonome. Cette crise, elle est sans précédent quand même. On ne parle pas de politique intérieure ici, mais on peut quand même dire deux mots. Ça ne s'est jamais vu depuis la 4e République, qui n'avait pas d'institution apte à la tenir debout. Non. Alors nous en avons. Eh ben, ces gens ont
fichu en l'air les institutions. De Gaulle avait une très belle expression, il disait « les institutions, on ne peut pas tout faire avec elles, il faut qu'elles soient là pour tenir la République debout, mais si le diable est dans le confessionnal, que faire ?» Or, le diable est dans le confessionnal. Bon. Ouais, et vrai, donc, ça, c'est typique des régimes très faibles et qui se lancent dans des espèces de surenchères qui n'ont même pas les moyens d'assumer. Oui, dans des aventures. Mais dans là, des aventures. Le président vient de dire qu'il faudrait que la Russie paie le prix si elle ne se mettait pas à la table des négociations. Or, on sait très bien que les termes de la négociation, non mais surtout les termes de la négociation qui ont été présentés ne sont absolument pas des termes viables du point de vue de la Russie. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout la paix qu'on recherche. Au contraire, on creuse l'abcès, on creuse le problème pour justifier effectivement un certain aventurisme. Donc, donc en gros, c'est pas l'AMGOT, mais c'est pas loin. C'est presque sous d'autres pire, formes, c'est presque puisque c'est pire. non dit. L'AMGOT avait l'avantage d'être public, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des administrateurs militaires américains à la tête de chaque administration française. Donc, d'ailleurs, c'était intermédiaire, c'est pour tenir 2 ou 3 ans, comme en Italie, le temps de mettre en place un régime politique adéquat aux intérêts du dominant. Mais c'était provisoire. Mais enfin, les gens l'auraient vu, alors que là, on n'a pas d'administrateur américain. Non. Donc, c'est plus pervers. C'est vrai, c'est beaucoup plus pervers. Alors, comment on en sort? Essayons de faire un peu de... Parce que vous avez dit au début de notre entretien... il faut vraiment une rupture radicale, profonde, franche, si on veut avoir une chance je crois que la bataille, elle est retrouver. politique et juridique. Et je crois qu'il faut sortir de tous les ligotis qui nous enserrent, et notamment tout ce qui a trait à l'extraterritorialité du droit américain. Parce que c'est ça qui fait que nos entreprises partent à l'étranger, qu'elles sont soumises à un chantage épouvantable, soit vous reconnaissez des actes de corruption plus ou moins attestés d'ailleurs, soit on vous rachète, soit vous n'existez plus. Ça, on l'a vu avec tous nos fleurons industriels qui sont partis aux États-Unis et qui continuent à partir aux États-Unis. Oui, mais tout notre appareil bancaire joue le jeu américain. Avec le fameux SWIFT. Ah oui, joue le jeu américain, mais même quand vous ouvrez une association, n'importe quoi, vous remplissez des papiers qui vont aux États-Unis tout de même. Vous expliquez l'assurance un certain maladie, nombre de choses, votre objet. Oui, l'assurance maladie elle-même a transféré ses fichiers personnels chez M. Bill Gates. C'est assez considérable. Or, le grand public ne le sait pas. Non. Ne le sait pas. Non. Et ça continue. Il y a encore une boîte, j'ai vu passer le nom, qui gère des données personnelles et qui est rachetée. Alors, je crois que le gouvernement vaguement s'y oppose. De quel gouvernement d'ailleurs? Oui, c'est ça. Qui est jusqu'à quand? C'est ça. Qui est jusqu'à Donc, quand? tout ça est très... je crois que ça passe vraiment par là, par une dénonciation de tout ça. Mais on ne peut pas être les seuls à le faire. On n'a pas beaucoup d'alliés. Non, on n'a pas beaucoup d'alliés, parce que la soumission a des bons côtés, entre guillemets. Quand on joue le jeu, finalement, c'est confortable, voire même fructueux. Enfin... Donc voilà, De Gaulle nous a donné des exemples, mais la France pesait très lourd à l'époque. Nous n'avons plus les moyens de faire trembler Fort Knox. De Gaulle les avait. Non. Nous ne les avons plus. Donc il faut les reconquérir. Et il faut reconquérir une souveraineté économique. Mais est-ce que ça ne passe pas? Parce que moi, je ne suis pas loin de penser que précisément, pour l'instant, notre bellicisme extérieur, effectivement, est une diversion par rapport à notre impuissance intérieure. Bon. Mais justement, si on changeait cette politique extérieure, si on reprenait un peu le cœur de ce que devrait être une politique extérieure de la France qui se respecte un peu, qui se tient, c'est-à-dire beaucoup plus intelligente, j'allais dire, politique par rapport aux d'équilibre. Situations, politique d'équilibre, politique de médiation, politique de non-alignement naturel, en fait, par essence. Bien sûr. Ça nous redonnerait aussi un poids, j'allais dire une capacité de nuisance, donc d'influence. Bien Parce sûr. que là, pour l'instant, on est nuisible en rien pour le système rien. ou pour l'Empire. En rien. Donc on est inutile pour améliorer les situations et on n'est absolument pas dangereux pour ceux qui nous tiennent. Donc on se coupe nous-mêmes les ailes, entre guillemets, les pattes, Absolument. les ailes, tout. Mais pour ça, il faut sortir de la suggestion européenne.
Et otanienne ou pas? Et otanienne. Oui. Moi, je crois que l'OTAN, peut-être pas, mais du commandement intégré, bien sûr. Oui. Ça nous a entraîne. été la faute originelle, l'alpha et l'oméga, tout un peu. Sarkozy, c'était ça. Et c'est une véritable catastrophe. Et pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'on le lui a demandé, à votre avis? Oui, ou pour faire oublier 2003 et la dernière résistance chiracienne? Je pensais qu'il est allé tout de même, avant même d'annoncer sa candidature aux Français, il était allé l'annoncer à l'ambassadeur des États-Unis à Paris, qui s'appelait Stapleton, qui ne revenait pas, qui a tout de suite télégraphié à George Bush. J'ai peine à croire ce que j'ai entendu, puisque Sarkozy, dès 2005, il était ministre de l'Intérieur du gouvernement Villepin, a annoncé qu'il se séparerait de la politique arabe de Chirac, qu'il réintégrerait l'OTAN et qu'il serait candidat pour faire tout ça. Et il a parfaitement tenu ses promesses. Celles qu'il a faites à l'étranger, celles qu'il a faites aux Français, c'est une autre affaire. Mais celles qu'il a faites à l'étranger, il les a tenues. Et ça c'est quand même sans précédent. Donc il faut revenir là-dessus. Et ça, c'est pas si compliqué. Parce que la réintégration dans l'OTAN, elle a eu un corollaire juridique dont on parle très peu, qui est que ça a réactivé les dispositions du plan Schuman de 1952, qui a été fait après, dans la foulée de notre adhésion à l'OTAN en 1949. C'est la possibilité d'ouvrir des bases partout. Alors, ils n'ont plus de bases, puisque De Gaulle les a chassés en 1966-67. Ça lui a d'ailleurs coûté très cher électoralement aux élections de 1967, parce que ça donnait beaucoup de travail à tout le monde. C'est toujours le loup et le chien, comme vous dites, c'est très confortable d'être vassaux. Et donc, la laisse a du bon. Voilà. La laisse va avec la pitance. Exactement. En fait, c'est ça. Et donc De Gaulle a fait ça. Ouais. Et dès lors qu'on réintègre l'OTAN, les protocoles, parce qu'il y en a plusieurs, sont réactivés. Et donc, il n'est pas du tout exclu demain qu'une décision unilatérale du commandement de l'OTAN nous oblige à rouvrir des bases. Sur le territoire français. Sur le territoire français. Il y en avait quand même quelque chose comme 26. Le scandale. Donc nous en sommes là. Donc il faut sortir de là à toute vitesse. De l'OTAN, je ne crois pas, parce que c'est... Moi non plus. Voilà. Moi non plus. Mais effectivement, il faut avoir la liberté de ne pas participer à des planifications et du coup à être engagé dans des opérations, j'allais dire quasi automatiquement. Quasi automatiquement. Oui, bon, donc on est au bord du précipice d'une certaine manière. Parce que si on ne fait rien... Et certains ont envie de faire un pas de plus quand même, on le sent très bien. Et justement, plus ils sont impuissants sur la scène intérieure, et plus ça aurait des avantages pour eux. Enfin, je ne m'explique pas autrement la surenchère permanente de ce gouvernement. Enfin, de ces gouvernements soumis à qui l'on sait. Oui, donc vous êtes aussi pessimiste que moi. Bon. Parce que c'est évidemment le président de la République qui décide tout ça. Ah ben bien sûr, non mais ça c'est pas le ministre des Affaires étrangères. Ça n'a jamais été à ce point-là. Enfin, quand vous vous rendez compte qu'en 1950, entre 58, 59 et 62, il y avait un conseil de cabinet par semaine, avant ou après le conseil des ministres. Et évidemment, le chef de l'État était au courant. Mais enfin, de tous décider au niveau de Michel Debré. Puis après de Pompidou, un peu moins de Pompidou. Et puis alors à partir de Pompidou, Chaban a été absolument... on lui a coupé tous les moyens. Et puis à partir de Giscard, n'en parlons pas. Le seul qui a d'ailleurs essayé de résister, c'est Chirac. Il a démissionné pour ça, en 1976. Oui, tout à fait. Oui, donc... bon, donc on sait bien que c'est l'Élysée qui décide tout. Oui, bon... Entendu. Donc vous voudriez quelque chose d'optimiste? Oui, j'aurais voulu quelque chose qui... Mais pour moi, je pense que c'est vraiment aussi dans les têtes. Ah oui, c'est-à-dire, bien sûr. Je pense que les Français n'ont pas forcément conscience de l'ampleur de la vassalisation dans laquelle ils sont. Déjà, eux-mêmes, même sans s'en rendre compte eux-mêmes, ils n'ont pas forcément cette impression. Si les gens savaient que leurs données de santé personnelle sont gérées par les Américains, ils seraient très étonnés tout de même. Alors, on a accès à cette information, mais ce n'est pas celle des unités de 20 heures. Qui est diffusée. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça c'est un problème qui existe pour tous les sujets un peu importants et intéressants.
Quand il se passe à l'autre bout du monde des sommets énormes où les 2 tiers de la planète sont présents et se congratulent et décident de leur avenir commun, sans nous. On parle du brouillard en Lorraine. Voilà, on nous parle de trucs totalement... On fait comme si de rien n'était, comme si... bon. Ça, c'est pour ça aussi qu'on essaie d'expliquer les choses et d'avoir des sortes de petits canaux... non pas crépusculaires, mais qui essaient juste de mettre de temps en temps le scope sur des choses importantes pour que le niveau de conscience global augmente. Bon. Mais effectivement, donc en fait, en gros, entre l'ami américain et ce dont parlait l'ami américain, c'est-à-dire la manière finalement dont la figure de Gaulle a été ciblée et contrée assez... méthodiquement et systématiquement. Systématiquement. Et notamment entre 62 et 68, ce que j'ai découvert est inimaginable. L'espionnage était partout. Il y avait évidemment de l'espionnage russe et soviétique, c'est normal. Sûr. Mais nous avions une taupe au Quai d'Orsay qui informait le gouvernement américain des initiatives françaises. Johnson a été averti de notre décision de quitter le commandement intégré de l'OTAN 3 semaines avant. Il avait déjà préparé sa réponse. C'était le directeur des pactes du Quai d'Orsay qui le prévenait en personne. Ah, c'était ça la taupe? C'était lui? Absolument. C'était le directeur des pactes. Et alors, il y avait des taupes soviétiques à des échelons inférieurs, notamment à l'OTAN, mais c'était au service de presse, c'était des gens comme ça. Mais à ce niveau-là, non. Et l'ONU? Vous pensez que ça peut encore servir à quelque chose aujourd'hui? L'ONU était un instrument américain au départ, est devenu un instrument du multilatéralisme après, comme disait Chirac, du monde multipolaire, donc il avait une utilité à ce moment-là, et aujourd'hui, alors il est ni l'un ni l'autre, il est hors jeu un peu, puisqu'on se moque de ses résolutions. Oui, et ça c'est depuis la fin de la guerre froide. Oui. On l'a quand même très largement depuis l'invasion d'Irak, en gros, qui a été... Ou même avant. Oui, même avant, oui. Même avant. Même avant, parce que la guerre du Kosovo en 99, il n'y a jamais eu une résolution de l'ONU. Absolument. C'est de l'autosaisine de l'OTAN totale. Pas d'agression contre un pays de l'OTAN, pas de mandat de l'ONU, rien. On a juste décidé qu'il fallait le faire et on l'a fait. Voilà. Donc l'ONU, elle a fait des progrès par rapport à ce qu'elle était en 1944 quand elle a été créée, mais elle est un peu inefficace, quoi. Oui. Alors... est-ce que les Chinois et les Russes et tous leurs alliés ne sont pas en train de créer une sorte de transférer finalement dans les structures encore un peu floues mais qui avancent quand même des BRICS, une forme de renaissance de la Charte des Nations Unies, au moins dans ses principes, puisque c'est toujours les principes de la Charte des Nations Unies qui sont en permanence évoqués, sur lesquels on insiste dans tous les sommets. Bien sûr, bien sûr. Et toutes les occasions, d'ailleurs, de prise de parole, que ce soit de Xi Jinping, que ce soit de Poutine, que ce soit de Lavrov. Enfin, ils n'ont que ça à la bouche. Ils ne parlent que de ça. C'était l'idée de Chirac, en gros. Je pense que si, alors on ne refait pas l'histoire avec des si, mais si Chirac était encore là, ou si quelqu'un d'équivalent reprenait ces grandes orientations, je pense qu'il soutiendrait ça. Il y a eu un début d'axe, de pôle Paris, Berlin, Moscou. Du temps de Chirac, qui s'est d'ailleurs opposé à la deuxième guerre du Golfe. On ne sait pas aller très loin, d'autant que l'Allemand avait des intérêts avec Moscou qui n'étaient pas toujours seulement politiques. Non. Mais au-delà de ça, il y avait tout de même... Vous pensez à Gerhard Schröder? Oui, Schröder. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, ça, on est d'accord. C'est pas un modèle de désintéressement. Non, ça, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Après, l'alliance industrielle et énergétique entre l'Allemagne et la Russie, elle avait évidemment du sens, mais là, on a l'impression que les Allemands aussi ont renoncé. Les Allemands se sont tirés une formidable balle dans le pied. Mais comment c'est possible, en payant le gaz, ils étaient les otages du gaz russe, maintenant ils sont l'otage du gaz américain qui paye 4 fois plus cher. C'est absolument fou. Oui, mais comment est-ce que c'est mentalement possible? Je crois que l'influence des Verts et de leur relais d'opinion a été absolument considérable. Considérable. Même Merkel a cédé aux Verts après Fukushima.
Ça, c'est très intéressant parce qu'elle était prête à relancer le nucléaire en 2010-2011. Et il y a eu une telle levée de bouclier après Fukushima qui n'a rien à voir avec la sécurité nucléaire. C'est une catastrophe naturelle. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus. Et elle a tenu bon 3 semaines. Et comme elle était en difficulté électorale, elle s'est dit qu'elle pouvait renouer avec les Verts, faire une grande coalition avec les Verts en leur cédant là-dessus. Et ça a été d'ailleurs décidé, l'abandon du nucléaire à ce moment-là, de manière absolument unilatérale, sans prévenir la France, ce qui a d'ailleurs causé une cascade de faillites aux sous-traitants qui travaillaient avec les atomistes allemands. C'est incroyable, on n'en parle jamais de ça. Jamais. Ah oui. Ah oui. On a dû renoncer à beaucoup de projets, notamment tous les sous-traitants de Siemens. Personne n'a protesté, Sarkozy n'a rien dit. Enfin, c'était vraiment un coup de canif dans l'entente franco-allemande. Il allait célébrer Merkel toutes les semaines, mais il n'a rien dit. On n'a pas entendu. Et il a, si, on a quand même entendu un peu, mais pour faire à peu près la même chose, puisqu'il a non pas renoncé au nucléaire, heureusement, on a laissé ça, on a failli, on a laissé ça à Macron, enfin à Hollande et à Macron, mais il a levé le pied sur certains projets. Qui nous donnait une avance considérable. Notamment, il n'est pas revenu sur Superphénix. ITER, il le finançait très peu. Astrid, il le finançait très peu. Et Astrid a été stoppé définitivement par Macron pour complaire aux Verts, une fois de plus. Donc en fait, on a toujours imité les Allemands dans ce qu'ils faisaient de pire. C'est incroyable. Oui, alors justement, on pourrait peut-être terminer sur ce point qui est un point important. C'est le fameux couple franco-allemand. Bon, moi, j'ai toujours pensé que c'était un couple à la mode de Bretagne. À partir de 1963, ça n'a plus aucun sens. Enfin, donc, on vit depuis des décennies sur un mensonge. Ah, totalement. C'est une espèce de vieux couple de 70 ans qui, en fait, depuis 40 ans, ou 50 ans même, ne partagent plus grand-chose. Je crois que la grande rupture, c'est François Mitterrand. Puisqu'à partir de Mitterrand, on colle aux intérêts allemands, mais de manière alors là définitive, puisque de peur de les voir s'échapper vers l'Est, on pense les enserrer dans l'affaire de la monnaie unique. Absolument. Et ça s'est vu dans les Balkans aussi, parce que c'est pour ça qu'on a accepté n'importe quoi dans les Balkans, y compris avec la fameuse déclaration Badinter. Moi, personnellement, Robert Badinter, si vous voulez, je l'ai surtout connu au moment de la déclaration Badinter, qui était juste une manière de nier le problème des minorités dans les Balkans et qui a mis le feu aux poudres, qui a donné une caution, une espèce de caution. Ah, il n'y a pas de problème de minorité dans les Balkans, ah, ben c'est formidable. Alors, oui, bien sûr. Mais voilà. Donc, vous savez ça mieux que moi, mais la première remise en cause des frontières héritées de la Seconde Guerre mondiale, c'est la reconnaissance unilatérale par le chancelier Kohl, devant lequel nous étions à genoux, de la Bosnie, de la sécession, de la Slovénie, de la Croatie. Oui, absolument. Et nous, on a suivi 15 jours plus tard. À partir de ce moment-là, on ouvrait la boîte de Pandore de la remise en question des frontières de 1945, qu'on reproche maintenant à Poutine. Ah oui, absolument. Oui, non, mais ça, non, mais de toute façon, on s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait probablement, enfin de l'impact que ça pourrait peut-être avoir. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression, alors sur les questions d'armement, d'avions de combat du futur, de chars, de tout un tas de choses. Et politiquement, on a quand même l'impression que la relation franco-allemande ne va plus bien du tout aujourd'hui. C'est-à-dire, ça ne va pas pouvoir servir, à mon avis, de socle d'un éventuel renforcement intelligent de l'Europe. D'autant qu'ils nous ont déclaré une guerre énergétique. On fait allusion au gaz tout à l'heure, mais enfin le financement sans fond des renouvelables, etc., qu'ils ont d'ailleurs fait passer à l'échelon européen avec le pacte vert, qui est une création allemande, qui est devenue une création européenne et qui s'impose maintenant au gouvernement français. Ils nous ont déclaré une authentique guerre énergétique. Et qu'est-ce que nous faisons ? Rien. Si nous venons d'avoir un ministre de l'écologie qui a prétendu, quand elle était à la tête de... alors, est-ce que c'est Greenpeace ou est-ce que c'est le World Wildlife
WWF, je crois que c'est ça. WWF, Oui. pardon, qui disait que le nucléaire n'était pas durable en aucune manière. Bien sûr. Et cette personne est, à ma connaissance, numéro 3 du gouvernement Macron depuis ce matin. Je suis tenté qu'ils tiennent quelques heures de plus, mais c'est assez stupéfiant quand même. Oui, mais donc les Allemands doivent être contents. Quand vous lisez un livre formidable de Fabien Bouglet sur la guerre énergétique, la guerre mondiale énergétique, il a enquêté de façon extraordinaire sur les ramifications des réseaux d'influence allemands, y compris au sein de la fonction publique française et au sein des ministères. Vous avez des gens qui viennent de l'administration centrale allemande qui ont des correspondants au sein du ministère de l'écologie et du ministère de l'industrie. Oui, j'ai oublié tout à l'heure quand je parlais de Sarkozy. Sarkozy a fait une chose incroyable, qu'on sait très peu. Il a soumis la direction de l'industrie, de l'énergie, au ministère de l'écologie, alors qu'avant, elle appartenait au ministère de l'industrie, ce qui est normal. Que l'énergie soit sous la coupe du ministère de l'industrie, c'est complètement normal. Logique. Il l'a mis sous la coupe du ministère de l'écologie. Ça en dit long ça n'est pas sur que sa défense du nucléaire. Oui, ça n'est pas que cosmétique. Voilà. Oui, bien sûr, c'est une manière d'habiller le renoncement, là aussi. Oui. Bon, et bien voilà un entretien géopolitiquement incorrect et surtout... très incorrect. et surtout, un peu inquiétant parce que je ne vois pas trop de chemin, effectivement, à part la rupture, mais pour ça, il faut du courage. Il faut des êtres courageux, des hommes politiques vraiment très courageux, voire un peu téméraires, qui osent aussi prendre des risques concrets. Vous savez ce que le général de Gaulle disait du président Lebrun? Il disait pour qu'il fût un chef d'État, il lui aura manqué 2 choses, qu'il fût un chef et qu'il y ait un État. Alors voilà, les candidatures sont ouvertes, il faut un État, il faut un chef. Il faut les deux. Voilà. C'est une très très belle phrase de conclusion. Merci Éric d'être venu, de vous être prêté à cet entretien. Merci chers amis de nous avoir écoutés. J'espère que je ne peux pas dire que ça vous aura donné beaucoup d'espoir, mais en tout cas un certain nombre d'informations et d'éléments. N'hésitez pas à repartager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker naturellement comme il se doit, n'hésitez pas à appuyer sur la fameuse petite cloche une fois qu'on s'est abonné à la chaîne, et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux entretiens géopolitiquement incorrects auxquels nous sommes en train de réfléchir. Merci Éric, à très bientôt j'espère.